Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Fini le vendredi 13, la Saint-Valentin, on a laissé tout ça derrière nous la semaine dernière. On reprend les fondamentaux avec une actualité très concrète, la qualification des Dragons en quart de finale de Champions League. C'est quand même plutôt pas mal. Il reste toutefois un match solide à jouer contre Esbjerg pour boucler la phase de poule. De beaux dossiers à aborder avec notre invité du jour. Et puis notre invité du jour, c'est pas n'importe qui, c'est Madame Chloé Valentini. Comment ça va, Chloé ? Ça va et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Alors la question elle est encore plus particulière pour toi depuis ton retour en janvier. Retour sur les terrains en pleine forme ? En pleine forme, je sais pas. Forcément fatiguée, forcément encore beaucoup de travail. Mais voilà, je prends les semaines les unes après les autres. Je sens que j'avance petit à petit et ça me fait plaisir d'avoir retrouvé le groupe maintenant un peu plus de 2 mois. Et voilà, j'avance petit à petit, j'essaye d'être patiente avec moi-même et c'est cool, je kiffe et c'est le principal. Le petit à petit, il est déjà pas mal. On va revoir des images tout à l'heure dans l'émission, ça se passe plutôt bien. La semaine dernière, on avait Ivana Tangana, capitaine du centre de formation avec nous. Cette semaine, on a la capitaine des Dragons. On vous gâte, mais je ne suis pas seul en tête à tête avec Chloé. Il y a aussi Arthur Carmier de l'Amisport. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. Alors, je ne suis pas capitaine de bar ou de choses comme ça, mais je suis quand même content d'être là. On va pas dire que tu es capitaine de l'Amisport, sinon on a Rémi Alézine qui va nous téléphoner. Donc on va laisser chacun à son titre. Si c'est le coach, je peux être le capitaine éventuellement. Ça peut marcher comme ça. Ça peut marcher comme ça. Bon, vous connaissez la formule de l'émission. On démarre avec l'actu. Et dans notre actu, il y a le Sarrebourg-Moselle Sud Handball qui a signé une deuxième défaite de rang pour débuter 2026. Dans le match sur le terrain de Paubilières, les Yellow Fox ont pourtant mené en première mi-temps avant de connaître une deuxième période un peu plus complexe. En exergue, bien sûr, les 8 buts de Marius Randrian de CNO qui n'auront pas suffi pour un score final 30-22. Si vous êtes supporter de Sarrebourg, eh bien, Moselle TV vient aider à stopper la mauvaise série avec la diffusion en direct du match contre les Vikings de Caen. Ce sera ce samedi à partir de 20h25. On aura plaisir à vous présenter ce match comme d'habitude depuis Sarrebourg avec toujours une très très belle ambiance à la clé. On reste un instant sur le handball masculin, on va tout de suite en National 1 avec pour la 15e journée Folchevillers qui s'est imposé sur le terrain de Saran dans la poule 1, tandis que dans la poule 3 les Cerbères de Metz Handball se sont inclinés dans un déplacement à Ivry. Du côté des féminines de Metz Handball, il y a eu une belle prestation face à Yutz en National 1 avec un match revanche de la première journée du championnat. Les Messines ont mené de bout en bout avec peut-être un peu plus de flottement dans le jeu en deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 33-19. Prochain match, un déplacement à Palaiseau, 4e de la poule pour conforter la place de leader et continuer à briguer les premiers rôles dans cette Nationale 1, toutes poules confondues. En ouverture de ce match, il y a aussi eu les jeunes Dragons, les très jeunes Dragons qui jouaient aussi un match contre Yutz. Le destin n'a pas été le même dans un match où la différence s'est faite sur le gabarit et la qualité de jeu et ça a profité aux Yussoises avec un score final 25-29. Les très jeunes Dragons auront l'occasion de se reprendre puisqu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer cette saison et notamment la compétition européenne avec l'European Youth Cup où on va essayer de suivre un petit peu ce qui se passe. Elles iront du côté d'Ankara dans quelques semaines. Mais bon, les pauvres Messines, les jeunes Messines, j'avais promis que j'irais les voir pour un match. C'est le seul match où elles perdent. Donc bon, je ne sais pas si j'y retournerai. Moi, si j'y retournerai quand même, on va être sympa. Trêve de résultats, on passe avec de vrais dossiers sur l'actu des réseaux avec Aymeric Guillaume. Bonjour tout le monde, je sais pas pour vous, mais ces histoires de Jeux Olympiques d'hiver, ça m'a donné envie d'aller traîner à la montagne, peinard. Mais vous me connaissez maintenant, je n'ai pas lâché les réseaux pour autant. Et on débute avec des nouvelles de Catherine Gabriel à Besançon. La livraison express fonctionne bien. Vous voulez un moment mignon ? Eh bien c'est la réunion des sœurs Leblévec. Et le sourire, ne trompe pas. Ce qui ne trompe pas non plus, c'est le résultat de ce match entre Esztergom et Dunaújváros. On notera les 8 buts d'Emma Jacques, c'est honnête ça non ? La mauvaise nouvelle, elle nous vient de Louise Burgard, victime d'une fracture à une main alors qu'elle venait seulement de faire son retour avec l'équipe d'Odense. L'entraînement continue malgré tout, avec un tout petit déséquilibre. Bon, on ne fait pas trop la promo de Brest d'habitude, mais là, pas le choix. Regardez ce bijou de Laura Canor. Récupération au poil, roupoulette en finition, et les félicitations du jury. Allez, avec ça, aucune actu ne va m'échapper. C'est fini pour aujourd'hui. Mais je reviens vite.
Et bien sûr, l'imitation de la moto par Émeric Guillaume, si on pouvait l'encadrer, on l'encadrerait parce que c'est magnifique. On le verra faire encore d'autres engins à moteur pour la suite de la saison. En tout cas, dans l'actualité cette semaine, on a aussi le prochain club de Mélanie Alter, la gardienne formée à Metz, évoluée depuis 2 saisons à Moson-Magyaróvar. Eh bien, cette saison, elle était gênée par une blessure au dos qui l'a écartée des terrains pendant un moment. Elle se lancera dans un nouveau défi. Ce sera en Allemagne cette fois, du côté de Bentheim-Auerbach. 3e du championnat allemand, elle pourra disputer normalement l'European League la saison prochaine. Tout autre sujet, c'est la saison des listes des sélectionneurs. On a vu passer celle de la Hongrie pour le prochain rassemblement avec Anna Albeck et Petra Vamos dedans. La semaine dernière, on évoquait aussi celle de l'équipe de France. Et on a aussi regardé justement celle de l'équipe de France U20 qui a un mondial à préparer cet été. Et on y voit notre invité de la semaine passée, Ivana Tangana, mais aussi Blandine Gros, Léa Ferdilus et Claire Cosner, Kat Messine qui préparent la relève tricolore. Grosse actu cette semaine. Chloé, est-ce qu'il y a une actualité que j'ai pu évoquer qui t'a marqué en particulier ? Ah, comme ça, tu me prends de Comme ça. court. Non, là, vas-y, dis-moi. Non, peut-être la liste de l'équipe de France. 4 jeunes Messines qui vont jouer un mondial. Ça nous rappelle quand même de très beaux résultats chez les A comme chez les jeunes. On a une belle relève à Metz Handball, non ? On a une très belle relève, mais je crois que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. C'est de bon augure. On a du souci à se faire, les anciennes. Mais non, c'est cool. Ça représente aussi bien Metz Handball, donc c'est bien. Ouais. Et puis une belle intégration aussi, parce que la plupart de ces joueuses, on les a aussi vues soit à l'entraînement, soit en match avec Metz Handball cette saison. Ça prouve que la transmission, on se situe plutôt pas mal. On va tout de suite aller sur notre section suivante, parce que le week-end dernier, il y avait un match important à jouer à Dortmund. On en parle dans le récap. En déplacement à Dortmund, les Dragons avaient leur destin entre leurs mains. Il fallait gagner pour valider une qualification directe en quart de finale de Champions League, quels que soient les résultats sur les autres terrains. Et Arthur, ce match, il a bien démarré avec jusqu'à 5 buts d'avance, mais ça n'a pas suffi à tuer le match. Il a fallu batailler un peu plus longtemps. Il a fallu batailler. J'ai envie de dire que c'est un petit peu dans la logique de la dynamique récente. On sait qu'il y a quelques petits pépins physiques du côté de Metz Handball. Et c'est l'histoire d'une saison aussi, donc il faut quand même malgré tout être fier de cette victoire à Dortmund. Il y avait un énorme enjeu qui est celui de la qualification directe en quart de finale de Ligue des Champions. Il ne faut vraiment pas galvauder cela. Alors certes, peut-être on pourra faire des débats sur la composition des poules, mais ça reste quand même encore une fois une très grande performance de la part de Metz Handball de réussir à se hisser dans ce top 2. Et on remarque quand même que on est à égalité de points avec Dior. Ouais, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas venir ça comme ça, mais une petite égalité, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Avantage à Győr sur, j'imagine pas un nouveau faux pas du champion d'Europe en titre, mais il faut vraiment saluer ce parcours de Metz Handball qui est quasi proche du sans faute, à l'exception des matchs contre Győr. Il fallait vraiment réussir à écarter la Team Esbjerg, le faire vraiment un match avant la fin des poules. Ça reste une performance assez, je pense, spéciale. Ça permet à Metz Handball en tout cas de se qualifier, mais Chloé, dans ce match contre Dortmund, il a fallu batailler, comme on l'a dit, Arthur l'a dit, il y a des petits pépins physiques, des petites blessures, aussi des formes qui fluctuent. C'est le moment de la saison forcément où ça peut être un petit peu compliqué. Et cette équipe aussi en face, elle a résisté, elle a fait un bon match aussi. 41e minute, il y a une égalisation. Ça fait douter ça à un moment donné ? Ça fait douter forcément un petit peu. Après, voilà, je pense qu'on a très bien commencé le match. Tu l'as dit, on est à plus 5. Ouais. Et elles reviennent, on a des moments où on panique un peu, où on n'arrive pas, je pense, à mettre aussi un peu le ballon sous le maillot pour stopper et se calmer. Mais c'est important de le dire, et comme tu l'as dit, qu'on est qualifié, c'est beau. On a certes perdu 2 matchs contre Győr, mais en toute honnêteté, je préfère les perdre là et les gagner plus tard. Ça prouve aussi qu'on a encore beaucoup de travail. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, la remise en question, travailler. Il va y avoir Esbjerg, même si ce match n'a pas d'enjeu, en tout cas sur le classement. Je pense qu'il est important pour la suite des matchs qui vont arriver. Donc les points ont été là à Dortmund. Je pense que depuis quelques matchs, on est un peu comme ça, où on commence très bien, après on chute un peu, elles reviennent et on remet un coup de boost. L'accélérateur à la fin. Ouais.
C'est important, je pense, de surligner ce fait qu'on soit au courant, parce que contre des équipes comme contre Győr ou Esbjerg, je pense que c'est des fautes qui vont nous coûter cher. C'était un match physique aussi. On sait que ces matchs-là ne réussissent pas toujours à mettre en balle. Des fois, on a un petit peu de mal à les aborder. On a pu voir Sarah Bouktit prendre de sacrées tartines sur certaines séquences. Elle est attendue, elle a toujours 2-3 joueuses sur le dos, donc c'est compliqué. Mais il y a aussi Lena Granvaux qui a pris des coups. Ces situations-là, ça peut aussi parfois faire sortir un petit peu du match et sortir de la régularité de la performance. C'est souvent frustrant et énervant quand tu vois des joueuses se faire taper dessus et qu'il n'y a aucune sanction derrière. Après, à nous aussi de jouer là-dessus et de rendre les mêmes dans le sens inverse à l'adversaire. Dans ce match, il y a aussi eu l'entrée en jeu de Nelia Goval en Ligue des Champions. C'est elle qui actuellement occupe le poste avec toi en l'absence de Suzanne Vajoka qui, je le rappelle, est blessée. C'est une bonne chose de voir aussi, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais les jeunes qui peuvent venir aussi au relais sur des matchs de Ligue des Champions. Oui, et je crois qu'elle a marqué son premier but en Ligue des Champions, donc c'est cool aussi qu'elle ait eu du temps de jeu. C'est cool qu'elle marque aussi son premier but. Ça prouve encore une fois que le centre de formation fonctionne bien à Metz et qu'on peut aussi intégrer des joueuses dans les pros. Jusqu'ici, ça nous réussit pas mal, Arthur, d'intégrer les jeunes à l'effectif professionnel quand il y a des petits besoins comme ça. Je pense à Clémence Castet, notamment, qui était à 100% au tir sur toutes les prestations qu'elle a fait avec Metz Handball. C'est des petits jokers qui sont quand même cool. Ouais, c'est clair. Et on a eu aussi Ivana Tangana, plutôt la saison dernière, mais elle est quand même aussi dans ce processus-là de joueuse avec un potentiel vraiment intéressant qui peuvent aider Metz Handball. Alors sur des matchs de Ligue des Champions, c'est plus dur de leur donner un vrai temps de jeu conséquent, encore que ça a été un petit peu le cas le week-end dernier à Dortmund. C'est vrai que c'est plus facile d'adapter les temps de jeu sur des matchs de championnat où l'écart pourrait être fait, mais c'est là aussi que les titulaires, les cadres ont un vrai job à faire de se rendre les matchs faciles pour intégrer justement au mieux et faire en sorte que ces joueuses-là aient des minutes avec l'équipe. Si ça s'était joué un but, je ne sais pas si Manuel Mayonnaud aurait fait le choix de faire rentrer Nelia à ce moment-là. Pour le money time, je pense qu'il va préserver plutôt ses cadres forcément. Alors on l'évoque, Chloé, là, actuellement tu as un temps de jeu peut-être un peu plus rapide que ce que tu attendais sur ton retour lié au fait de l'absence de Suzanne. Comment ça se passe de ce côté-là finalement? Ça te force presque un peu à brûler les étapes? C'est vrai que je ne m'attendais pas à jouer autant. Forcément, il y a la blessure de Suzanne, donc je joue beaucoup plus. Je pense aussi que ça m'a permis peut-être d'être rapidement mis dans le bain, de devoir tout remettre en question. Forcément, en jouant 1 heure, la récup est beaucoup plus importante. Donc, je fais attention à tout et encore plus en jouant 1 heure que peut-être en ayant moins de temps de jeu. Mais ça m'a mis dans le bain et c'est cool parce que du coup, j'ai pas 1 minute à perdre. Et puis bon, il y a aussi ce genre d'action qu'on va percevoir, une contre-attaque qui fait plutôt plaisir aux spectateurs, mais qui doivent te faire du bien aussi de ton côté. Interception, remontée de terrain toute seule, but à la clé. Tu n'es peut-être pas à 100% de ta vitesse encore depuis ton retour de grossesse, mais c'est suffisant pour me mettre une distance. Et puis mettre une distance, on l'a vu aussi à tes concurrentes. Donc là-dessus, c'est des actions qui doivent te faire du bien. Oui, comme j'ai dit, je sais que je suis encore pas au niveau que j'étais quand j'ai arrêté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais voilà, c'est ce genre d'action ce week-end qui me prouve que j'avance petit à petit. J'ai fait une interception, une contre-attaque. Je l'avais pas fait auparavant. C'est un peu une situation signature pour toi quand même. Donc, c'est pas faux. Mais voilà, je prends petit à petit. C'est des choses que j'aime aussi faire, la défense. J'avais la sensation que aussi ces dernières semaines, j'étais un peu moins performante en défense, moins de sensations et c'est cool, ça commence à revenir, donc je prends. Ça se perd jamais réellement, le flair. Ce qui est beau, c'est que c'est le début. Parce que certes, évidemment, il y a aussi être en mesure physiquement de faire ce type d'action, mais à force de jouer, de reprendre la compétition, je pense que Chloé et puis n'importe quelle joueuse, on est en mesure de sentir encore mieux le jeu comme ça et puis de retrouver ses repères finalement. C'est facile à dire, mais je pensais que moi, au bout d'1 semaine d'entraînement, j'allais claquer des doigts et tout allait revenir. Et finalement, c'est pas si facile que ça. On est éloigné des terrains pendant 1 an. En tout cas pour moi, on touche pas de ballon parce que c'est entre guillemets interdit et le contact aussi. Et
En tout cas, moi, je pensais que ça allait revenir beaucoup plus facilement que ça. Il faut le dire quand même, c'est pas si simple que ça. C'est un vrai boulot que tu fournis pour revenir au meilleur niveau. Chloé parlait du fait qu'elle était un petit peu moins bien en défense ces derniers temps, moins de sensations, etc. On a il y a quelques semaines Léna Granvaux qui nous a dit qu'elle était un peu moins bien depuis le mois de janvier. Bon, ce match contre Dortmund, 8 buts, 7 passes décisives. Des statistiques horribles, hein, Elle est franchement. horrible en ce moment, Léna Granvaux. C'est quelque chose. Non, là, on peut dire, franchement, elle a peut-être connu un moment de flottement. Là, depuis 2-3 matchs, c'est bien revenu. Oui, après, je pense pour répéter un petit peu ce qu'on a dit, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se fait cette boutade. En fait, Léna va nous en vouloir. Alors, elle va se dire, j'aurais jamais dû parler de Sansoni la dernière fois. Non, je pense que c'est plus comme tu as dit, un niveau de forme, un état de forme, un ressenti personnel qui fluctue. Peut-être qu'elle se sentait peut-être plus fatiguée après certains matchs, après des rencontres à haute intensité où elle avait eu beaucoup de temps de jeu. Le mois de janvier, il était quand même costaud. Mais on ne se fait jamais réellement de soucis pour des joueuses cadres. Il y a des joueuses, on s'inquiète assez peu pour elles quand même. On sait que le niveau il est assez élevé, assez constant. En tout cas, avec la victoire à Dortmund 33-24, Metz Handball peut se projeter sur les quarts de finale de Champions League. Et ça fait assez longtemps qu'on ne l'a pas dit. D'ailleurs, ne banalisons pas ce genre de performance, c'est quand même assez exceptionnel. Justement, regardez-moi ce récapitulatif qui démarre en 2017. Parce que depuis 2017, eh bien, c'est systématiquement dans la Champions League qu'on retrouve Metz Handball au moins en quart de finale, avec parfois des petits plus, on aime bien ça parce que ça a permis de vivre de belles aventures au Final Four. On espère en vivre encore des meilleurs, parce que pour l'instant on bloque au 4 et au 3. Notre graphiste il pourra peut-être débloquer le 2 ou le 1 pour cette saison, mais c'est assez exceptionnel quand même de voir une équipe comme ça qui parvient à se qualifier avec une certaine constance comme ça, sans être le plus gros budget, sans être le plus gros effectif, dans des grands niveaux européens. Et pour l'instant, cette saison, on bloque sur le quart de finale avec à définir, pour cause. Il faudra encore jouer la suite de la compétition, mais Chloé, c'est quand même exceptionnel de voir cette régularité dans le club. Oui, je pense important de le dire parce que tout le monde aujourd'hui croit que c'est normal. Vous l'avez rendu facile aussi ce truc-là, mais pour le spectateur. C'est pas facile. C'est comme quand on gagne ou quand c'est accroché en championnat sans dénigrer n'importe quelle équipe, mais contre des plus petites équipes et qu'elles arrivent à nous accrocher. Tout le monde dit elles n'ont pas fait un gros match, les Dragons, nanana. Je pense que c'est important de dire que ce qu'on fait, c'est tous les jours, on doit reproduire une performance tous les 3 jours en match et que des fois c'est aussi épuisant mentalement. Et c'est important de le dire que c'est pas facile, c'est pas anodin d'être qualifié en quart de finale directement comme ça. Et ça évite aussi de jouer 2 matchs supplémentaires et donc de pouvoir se préparer, s'entraîner et peut-être un petit peu se reposer à un moment donné. Ça, je laisse le soin au coach. Et justement, tiens Arthur, 10e qualification directe en quart de finale, enfin, je perds mes mots. 10e qualification en quart de finale consécutive pour Metz Handball. Ça coïncide 10 ans, c'est quoi aussi? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est pas les 10 ans d'Emmanuel Mayonnaud à la tête de l'équipe? Peut-être. Non, c'est vrai que depuis que Manu est là, il y avait évidemment un ADN de la gagne dans ce club. Et ça s'est encore renforcé avec la méthode Mayonnaud, avec son éthique de travail. Et cette force de l'habitude, c'est la conséquence vraiment de tout ce métier qui a été emmagasiné dans le club. Ce qui fait qu'on peut interchanger les joueuses saison après saison. Bien évidemment, pas bouleverser l'équipe du tout. Encore que ces dernières années, des départs de 10 joueuses, de 7 joueuses, de 8 joueuses, on a eu quand même des bouleversements assez majeurs dans l'équipe. Et malgré tout... Et justement, ces qualifications successives en quart de finale, avec parfois des Final Four, ça donne envie à des jeunes joueuses qui savent qu'elles vont passer un cap avec Metz Handball ou qu'elles auront les outils pour passer un cap, parce que ça reste aussi le propre de la joueuse elle-même, son développement, sa progression. Bien, ça nourrit encore cette structure et c'est devenu normal, entre guillemets, de voir Metz Handball à ce niveau-là. Ça ne l'est peut-être pas vis-à-vis du budget, mais quand on regarde le travail fourni, c'est une certaine logique de voir Metz Handball dans le top 8 européen en termes de constance. On dit toujours que Metz Handball travaille énormément, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'intensité. C'est aussi le résultat qu'on a pu voir sur ce tableau avec les 10 qualifications consécutives. Ça va même au-delà du terrain, hein. C'est du travail de recrutement, c'est le travail du staff médical, du staff en général, c'est toute la structure qui est au niveau.
Ouais, c'est une bonne récompense, même si on sait qu'à Metz Handball, on n'a pas envie de s'arrêter à ces simples qualifications en quart de finale et qu'on en veut plus et qu'on en veut plus. On en reparlera forcément, parce que les quarts de finale, on va en reparler prochainement quand on aura la connaissance exacte des tableaux, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pendant que Metz Handball se qualifie en Allemagne, eh bien, il y a Esbjerg qui bataillait avec Győr et le résultat est historique. 11 confrontations entre les deux équipes et Győr n'avait jamais été battu par Esbjerg. Ça a changé. Les Hongroises s'étaient déplacées en effectif réduit, même si on se doute que l'effectif réduit de Győr, ça reste plutôt solide. Je vous invite à aller regarder l'affiche, c'est quand même de très, très gros noms. Et de leur côté, eh bien, les coéquipières de Nora Mørk et Nina Reichstad, eh bien, elles ont donné le change pour une victoire 33-28. Alors ça vient un petit peu bousculer, entre guillemets, le classement, puisque Esbjerg eh bien, sécurise sa 3e place, entre guillemets, avant l'heure, parce qu'on n'attendait pas forcément cette victoire immédiatement. Mais surtout, ça permet de mettre cette équipe en confiance. Et ça tombe bien, puisque Esbjerg, eh bien, c'est le dernier adversaire de Metz Handball dans cette phase de poule. Ce sera dimanche à 16h. Chloé, à quoi est-ce que tu t'attends dans ce match? Parce que finalement, il n'y a plus rien à jouer pour Esbjerg qui a verrouillé sa 3e place et c'est OK. Elles vont venir en claquette, elles vont venir en effectif réduit. Ça va se passer comment? Ou est-ce que tu t'attends à ce que ce soit quand même un match très dur? Je pense que ça va être un match très dur. Je pense aussi qu'on doit respecter le public, les gens qui viennent nous voir, les gens qui vont nous regarder à la télé. Esbjerg est une très belle équipe, tu l'as dit, elles ont gagné Győr. Nous, si Győr perd, on peut encore finir première, donc il faut gagner ce match. Je pense aussi qu'il y aura peut-être moins de pression, du coup peut-être on sera plus libéré, on entendra peut-être aussi plus de choses. C'est important aussi avec la semaine qui arrive, la semaine prochaine, de prendre confiance, donc gros match et j'espère victoire. À noter donc que Győr se joue contre Dortmund pour son dernier match de cette phase de poule. Donc il faudrait que Dortmund crée l'exploit à son tour. Je pense que Győr va essayer de verrouiller peut-être sa place dans cette Champions League pour finir première. Ce serait assez fou finalement, Arthur, de voir Győr perdre sa première place après avoir dominé pendant toute la phase. Ouais, qui plus est avec des défaites assez surprenantes. Je ne pense pas qu'il y aura 3e défaite pour Győr. Mais là encore, on parlait d'Esbjerg en début d'émission. Il faut vraiment valoriser cette performance de Metz Handball d'avoir su gagner là-bas. Alors, mes souvenirs sont un petit peu défaillants. Nora Mørk avait disputé le match aller ou pas, ou elle n'était pas encore revenue? Nora Mørk était revenue, mais Nina Reichstad était absente. D'accord. Donc, même malgré ça, ça reste un effectif assez exceptionnel qui, comme Metz Handball, a l'habitude d'aller très très loin en Ligue des Champions. C'est deux équipes qui se ressemblent un petit peu au final, même s'il y a, on va dire, un petit peu plus de star power, si je puis dire, même si on n'est pas dépourvu de stars à Metz Handball du côté d'Esbjerg. On en reparlera dans le temps mort. On en reparlera dans le temps mort. Après, notre star power est pas mal non plus, hein, attention. Exactement. Mais aussi. Ça prouve quand même que Metz Handball a vraiment fait une grande phase de poule de Ligue des Champions. On évoquait, Chloé, ce match aller contre Esbjerg. C'était le premier match de la saison en Ligue des Champions. Sacré défi quand même. Toi, à ce moment-là, forcément, tu n'étais pas sur le terrain. Ça se gagne d'un tout petit but à la dernière minute. C'était un vrai test du début de saison sur ce que pouvait faire Metz Handball. Ce dernier match, ce sera aussi un test à sa manière aussi sur la manière dont les choses peuvent se dérouler. Oui, clairement. Après, vous savez bien qu'à Metz Handball, on veut perdre aucun match, on veut tout donner à chaque fois. Donc, on verra dimanche après-midi ce qui va se passer. Mais connaissant un peu Esbjerg, je sais qu'elles ne lâcheront pas non plus. Donc, ça va être un bon gros match de Ligue des Champions contre le 2 et le 3. Donc, à nous de le remporter. Et voilà, comme je l'ai dit, prendre le max de confiance pour la semaine qui va arriver. Il y a une petite histoire en plus avec cette équipe d'Esbjerg maintenant et Metz Handball, beaucoup de rencontres particulières, notamment au Final Four où voilà, il y a eu une victoire et puis il y a aussi eu des défaites qui vous ont privé de médailles dans cette compétition. On commence à avoir cette rivalité qui se dessine quand même en interne. On a quand même envie de les battre, non? Clairement. Je crois que j'ai perdu... Il n'y a pas de médaille cette fois-ci, mais quand même. Non, mais il n'y a pas de médaille, mais il y a quand même ce petit goût amer à chaque fois qu'on joue contre elles, que ce soit au Final Four ou en poule. Ça a toujours été des gros matchs, des matchs serrés. Donc ça va être un bon gros match de handball dimanche.
On sera quoi qu'il en soit très attentif au match et de cette dernière journée finalement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans une poule comme d'une autre, puisque ça va avoir une incidence sur les équipes qui vont se croiser sur la phase de play-off et potentiellement croiser aussi avec Metz Handball. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent se classer d'une manière ou d'une autre. Je vous propose de regarder justement le classement des deux poules qui s'affichent. On voit donc que Győr et Metz Handball ont la possibilité de se disputer la première place à distance. Du côté du groupe B, eh bien, c'est encore très 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 disputé à plusieurs niveaux, avec des équipes qui peuvent se retrouver en play-off, soit contre la première équipe, soit contre la deuxième équipe. Donc on ne pourra pas tisser tout de suite l'identité d'une équipe qui pourrait affronter Metz Handball. Mais toi, Chloé, si tu devais en choisir une dans celles qui ont la possibilité de se croiser dans la poule B, laquelle tu voudrais jouer toi en quart de finale? Ça peut être pour des raisons différentes, ça peut être pour une équipe que tu as envie de croiser parce que c'est une équipe qui a un jeu particulier, ou parce qu'il peut aussi y avoir des copines ou des rivales dans des équipes en face. Sur qui tu voudrais tomber, toi? C'est dur comme question. Ouais. Je repense à l'année dernière, tu m'avais dit que tu étais contente de voir Metz Handball tomber contre Odense, par exemple, au Final Four, parce que c'est une équipe que tu appréciais, dont tu appréciais. Oui. Bon, mais je les apprécie plus. On a moins apprécié le résultat, mais bon. Exactement. Non, je pense que forcément, de toute façon, dans un quart de finale, ça va être un gros match. Brest, non, parce qu'on les rencontre déjà bien assez. Ouais, non, Brest, c'est bon. Hein. Oui, voilà. Odense, pourquoi pas. Bucarest, je trouve, depuis le changement de coach, elles sont vraiment pas mal. FTC, il y a un mauvais souvenir, donc pourquoi pas retomber... Le mauvais souvenir, c'est quand même sympa quand on peut les effacer ensuite. Exactement. Et après, ICAST, ça a toujours été une équipe qui nous a plutôt pas mal réussi. À voir, hein, on verra bien de toute façon. Il y a des match-ups intéressants. On va retenir ça. Je ne vais pas te demander de t'arrêter sur une équipe ou une autre. Ça manquerait pas de sel quand même, une confrontation contre le FTC quand on connaît l'histoire. Et on parlait aussi de ces densités de poules. Alors il y a un top 5 qui est absolument phénoménal dans le groupe B. Mais j'ai envie de dire que même si la poule de Metz Handball est moins dense, on aura peut-être 3 équipes de cette poule qui sont au Final Four. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir de belles affiches de Ligue des Champions. Et puis même les barrages et les quarts de finale, ils seront forcément super intéressants. Et puis on peut dire la phase de poule de Ligue des Champions est quand même extrêmement longue. Il y a énormément de matchs, etc. Quand on arrive à ce moment de la compétition, on ne peut que savourer puisqu'on n'aura forcément que des match-ups très 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 relevés. Mais Handball a en tout cas le luxe de pouvoir regarder ça au calme durant les 2 week-ends fin mars, les oppositions pour les play-offs. Pour le moment, moi je vous propose de marquer un temps mort. Et dans le temps mort, on prend souvent l'opportunité de sortir un petit peu de l'actu de Metz Handball. Et cette semaine, un coup d'œil sur l'IHF qui a désigné le titre de meilleure joueuse du monde. Cette fois, comme les 2 précédentes, c'est Henny Reichstadt qui a obtenu les honneurs. Il n'y a que Christina Nagu qui en a plus, avec 4 sacres non consécutifs, 2010, 2015, 2016 et 2018. Chloé, qu'est-ce que tu penses de cette récompense pour Henny Reichstadt, meilleure joueuse du monde selon l'IHF ? Qu'est-ce que je pense? C'est une excellente joueuse pour moi sur tous les points. Elle a de la vision de jeu, elle tire de loin, elle fait des 1 contre 1, elle joue avec ses pivots, elle joue avec ses ailières. Pour moi, c'est vraiment une chose très très complète qui est... Enfin, des fois, je la regarde et je me dis, mais cette fille, elle devrait aller jouer avec les gars, elle est monstrueuse, c'est impressionnant. Physiquement, je trouve qu'elle peut marcher sur sur tous les adversaires. Et c'est une joueuse qui m'impressionne énormément. Quelle importance tu donnes, toi, à ces récompenses individuelles, finalement? Alors, tu en as quelques-unes à ton actif, des récompenses individuelles, plutôt des bonnes en plus. Mais est-ce que ça a une vraie importance pour toi, ou pour toi, c'est plutôt le collectif qui prime et c'est vraiment les trophées qu'on peut soulever tout ensemble? Forcément, en tout cas, je fais un sport collectif, donc c'est beaucoup plus important de soulever un trophée avec l'équipe que personnellement. Après, ça fait toujours plaisir de recevoir une récompense et j'imagine que ça lui fait plaisir de recevoir une récompense, d'être la meilleure joueuse du monde. C'est quand même quelque chose, il ne faut pas mettre une croix dessus. Après, voilà, exactement. Après...
En tout cas, moi, je préférerais soulever le trophée de Ligue des Champions que ce trophée-là. Après, souvent, ça peut être lié. Bon, c'était pas la Ligue des Champions, mais c'était le titre avec la Norvège. C'est l'IHF qui le donne, donc c'est plus pour les grosses compétitions internationales. Et ils regardent un petit peu ce qui se passe en club aussi. La Ligue des Champions doit aussi compter. Ça doit être un ensemble. C'est un petit peu comme le Ballon d'Or au football. C'est un savant mélange entre performance collective et individuelle. Mais ouais, par rapport à Henny Reichstadt, d'un œil extérieur hors terrain, on a l'impression que cette joueuse, quand elle met l'interrupteur sur on, elle peut décider quasiment elle-même du sort d'un match, sortir des perfs à 10, voire 15 buts. C'est assez hallucinant quand même. Et c'est pas seulement un gros bras capable de mettre des buts à foison, elle a aussi, comme l'a dit Chloé, tous les autres aspects du jeu. Parce que des joueuses qui sont un peu unidimensionnelles, comme ça, qui sont capables de marquer des buts et de ressortir, on en connaît plein. Là, c'est vraiment une joueuse qui peut rester et faire beaucoup de différences sur d'autres aspects du jeu. Même le jeu sans ballon, elle fait des choses très très intéressantes. Donc c'est assez fort. En tout cas, 3 fois de suite, c'est assez impressionnant d'être élue 3 fois de suite meilleure joueuse du monde comme ça. Et c'est marrant parce que c'est la même chose chez les garçons. Mathias Gitzel qui a remporté lui aussi 3 fois de suite le titre de meilleur joueur. On sent qu'il manque d'inspiration. Les votants, il manque d'inspi, comme tu dis. Ils se sont fixés sur un et une joueuse et ils ont dit non. C'est quand même assez mérité. Je pense que Mathias Gitzel aussi mérite tout à fait ces trophées. La question, Chloé, c'est quand est-ce qu'on reverra une Française meilleure joueuse du monde? Parce qu'il y en a eu une seule fois. Tu la connais bien, c'est Alison Pinault qui l'avait eu en 2009. Et depuis, pas de Française au palmarès. Qui pourrait, aujourd'hui, demain, dans les prochaines saisons, selon toi, prétendre à un titre comme celui-là dans son développement? C'est dur. Hein. Je te pose une colle là encore. Encore, hein. Franchement, t'es pas gentil. C'est dur parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui l'a et peut-être que l'année prochaine, ça sera une autre joueuse. Pour moi, il y a aujourd'hui vraiment de très bonnes joueuses, que ce soit en équipe nationale ou en club, qui performent, qui pourraient être... Peut-être quelqu'un sur le plateau. Toi, t'as une idée? Bah oui. Si ça se passe bien pour Metz Handball et l'équipe de France. Oui, je pense que vraiment, il y a une liste énorme. J'espère une Française la prochaine, forcément. Mais je trouve que voilà, aujourd'hui, le handball féminin prend aussi une dimension un peu plus importante qu'à l'époque. Et je trouve qu'il y a vraiment des joueuses aujourd'hui monstrueuses dans beaucoup de clubs. On te souhaite de décrocher un jour ce titre-là, pourquoi pas, mais je ne vais pas te faire peur. Pour l'instant, il n'y a eu que 2 ailières qui l'ont obtenu. Les ailières se font un petit peu snobber et ça date de 1988 quand même ce trophée, donc 2 ailières depuis 88. J'étais pas née. C'est peut-être ton occasion de dépoussiérer un petit peu ce truc-là. Arthur, on en discutait hier, il y a peut-être des Françaises qui auraient pu l'obtenir sur les dernières saisons, en tout cas qui ont fait des performances qui le méritent ou qui pourraient l'obtenir. On se disait par exemple Sarah Boutit qui a été meilleure pivot du mondial. Si la France avait eu la médaille d'or, peut-être que derrière ça aurait agrémenté son propos. Ou on s'était aussi fait la réflexion, Estelle Nzeminko qui fait des énormes saisons avec l'équipe de France, capitaine, etc. et des grosses saisons avec son équipe, ça aurait pu à un moment donné. Mais à chaque fois, il y a toujours des joueuses qui font monter la sauce. C'est clair que la prochaine Française qui pourrait l'avoir, ça pourrait bien être Sarah Boutit. Elle va aller dans un énorme club d'Europe qui a ses chances évidemment de remporter la Ligue des Champions chaque année. L'équipe de France reste une équipe qui fait quasiment médaille à chaque compétition. Et quand il n'y a pas médaille et qu'il y a une 4e place, on se dit oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Ça prouve à quel point cette équipe va loin. Nzeminko aurait pu l'avoir. C'est pas faute d'avoir remporté des compétitions avec l'équipe de France. C'est vrai que c'est une discussion compliquée. Après, quand tu joues à Győr, j'ai envie de prendre l'exemple de Bruna De Paula, par exemple, qui joue à un niveau extraordinaire, mais elle n'aura peut-être pas la chance de faire des médailles en championnat du monde avec le Brésil. Donc c'est forcément, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Quand tu joues dans une nation qui part un petit peu favori. Comment ça, quand tu joues avec la Norvège, c'est plus facile? Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est compliqué parce que c'est exactement l'exemple idéal avec Bruna, c'est que c'est une joueuse excellente, mais qui n'a pas de chance. C'est pas parce qu'en plus, surtout elle, qui a l'amour de son pays. Mais je veux dire qui, du coup, a beaucoup moins de chances d'avoir ce trophée parce que forcément, qui performe moins avec
son équipe nationale. Elle pourrait écraser la concurrence à un mondial, malgré tout, si son équipe ne va pas en demi ou en finale, ce sera compliqué de convaincre aussi les juges. Encore que ça peut nourrir des parcours un peu inattendus. Il y a pas mal de sélections. On ne va pas dire qu'elle n'aura jamais de médaille, tout est possible. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Tout est possible, soyons bien d'accord. On va faire un exemple. Si un jour le Brésil remporte une médaille de bronze sur un mondial ultra concurrentiel, je dirais pas que ça vaut de l'or, mais c'est une performance ultra louable. Ça sera célébré si cette nation-là. Je pense qu'ils auront la sagesse de célébrer ça comme si c'était une vraie grosse médaille, parce que c'est une équipe qui part d'assez loin. Pour être complet, parce qu'on a évoqué les joueuses qui pourraient l'avoir, etc. Il y en a eu pas mal chez les garçons qui ont été nommés meilleurs joueurs du monde à un moment ou à un autre par l'IHF. Il y a des noms comme Richardson, Gilles, Karabatic, Omeyer ou Narcisse. Ça laisse aussi inspirer, et pourquoi pas que les filles rattrapent petit à petit les garçons. On peut le souhaiter pour les prochaines années. Même pour des gardiennes, évidemment, on a parlé des joueuses de champ, mais on sait toute l'importance du gardien de but. Là aussi, c'est un peu comme les ailières. C'est rare qu'un gardien ou une gardienne obtienne le titre de meilleur joueur. Là, il y a eu Omeyer, notamment chez les Français, mais c'est pas tous les ans. Pas tous les ans. Je vous propose qu'on ferme ce temps mort. On félicite encore une fois Inira Stad, bien sûr, c'est mérité. Qu'elle soit juste un tout petit peu moins en forme si elle se déplace à Esbjerg ce week-end, et ça nous ira très bien. On va avancer dans l'émission vers les jets de 7 mètres. Et Chloé, la séquence des jets de 7 mètres, c'est la séquence un peu questions-réponses avec toi. On a beaucoup de sujets qu'on veut aborder forcément, parce que ta saison, elle a plusieurs dimensions particulières, puisqu'il y a eu ton retour en janvier, etc. Avant ça, tu as donné naissance à ta fille, ce qui est aussi un bouleversement un petit peu particulier. Et tout ce parcours-là, même avant l'accouchement, etc., tu l'as beaucoup documenté. Alors le club l'a documenté pour toi aussi, tu en as parlé aussi sur tes réseaux sociaux, etc. Il y avait vraiment une volonté de dire, regardez comment ça se passe, une sportive de haut niveau qui est enceinte et qui fait son projet, et aussi de montrer quel est le chemin sur le retour. Oh, vous me connaissez, je ne me force jamais à faire les choses. J'ai fait ça naturellement. Ouais. Je me suis dit que c'était important, parce qu'avant ma grossesse, je me suis posé pas mal de questions et je me suis aussi beaucoup renseignée. Donc je me suis dit que si je pouvais aider quelqu'un en donnant une petite info par-ci par-là, je le ferais. Après, c'est vrai que mes handball et aussi le fait... d'être en équipe de France, du coup, d'avoir aussi un peu plus d'interviews, forcément. Une médiatisation supplémentaire. Exactement. Et je pense aussi que c'est quelque chose, même si il y a des joueuses qui l'ont déjà fait, c'est quand même pas commun de faire un bébé pendant sa carrière, et que ça interroge toujours, ça pose toujours des questions, et c'était cool, j'ai apprécié ce moment aussi. En ce moment, vous êtes pas mal du côté français à être dans cette situation-là. Il y a ton cas à toi, il y a Laura Flip-Schneider qui a eu une situation aussi similaire, Estelle Zemiko dont on parlait il y a quelques instants, et j'en loupe certainement d'autres qui ont vécu un peu cette situation-là un peu au même moment. Ça doit aider aussi, vous devez échanger un petit peu à un moment donné, vous échangez des parcours, parce que vous êtes toutes à des stades un peu différents. Je pense par exemple entre toi et Laura, toi tu as déjà pu faire ton retour, Laura elle est en train de charbonner pour essayer de le faire, même si c'est compliqué. Forcément ça appelle à des échanges, non ? Oui, c'est clair. Je pense que chacune, on essaye de gratter un peu ce qu'on peut, des infos, de comment s'est passée la grossesse. C'est sûr que moi, je suis un peu la première du coup de ce groupe. Mais pareil avec Estelle, où on échange. Je trouve que c'est toujours aussi intéressant de voir que même si on fait le même sport, même si on est sportive de haut niveau, toutes, on vit des grossesses différentes, on n'a pas le même rapport au sport, mais parce que notre corps il change, parce qu'on n'a plus des fois forcément aussi cette envie, parce qu'on est malade pendant la grossesse, et c'est cool aussi d'échanger et de se sentir peut-être un peu moins seul ou moins de culpabilité en tout cas. Oui, en plus, on peut le dire, il n'y a pas vraiment de culpabilité à avoir, à vivre une histoire comme ça, humaine, aussi importante. On en parlait avec Laura, notamment, il y a quelques semaines, en interview dans cette émission, où elle disait c'est pas simple du tout, parce qu'il y a des jours où le corps répond super bien et on a l'impression qu'on est sur un chemin génial, et puis il y a des jours où le corps, il dit non, et en fait, c'est pas vraiment aléatoire parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le corps, mais c'est des choses qui sont difficiles à maîtriser aussi. Et c'est des choses que tu as dû vivre également sur ton retour, des moments où tout se passe bien et tu te dis c'est l'autoroute, et puis des moments où c'est plus compliqué. Oui, moi je dirais que ce qui a été le plus compliqué, c'est que je ne m'attendais pas
que ça soit aussi dur. Je pensais faire une semaine de handball et que tout allait revenir comme ça. Et ça a été dur de me voir à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup échangé avec le préparateur physique où où il m'a fait aussi comprendre que fallait du temps pour aussi que mon corps redevienne un corps de sportif de haut niveau, ce qui a été aussi dur pour moi de voir mon corps changer. Mais maintenant je suis dans l'optique où je prends les choses les unes après les autres, j'avance petit à petit. Vous connaissez la travailleuse que je suis, donc je vais à l'entraînement, je mets mes baskets, je suis à fond dans le hand, je veux à chaque fois valider un petit palier, même si c'est un minuscule petit palier, je veux valider pour avancer et retrouver mon niveau, je sais pas, parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai fait une croix sur la joueuse que j'étais avant et je veux devenir une nouvelle joueuse et je l'espère une meilleure joueuse. On l'a dit tout à l'heure, sur l'interception contre-attaque, etc. L'ancienne joueuse, elle est quand même là. Elle n'est pas tout à fait perdue. Arthur, une question ? À quel moment, justement, tu as réussi à faire ce changement de mentalité en te disant que tu allais devenir une nouvelle Chloé Valentini et pas essayer de redevenir la Chloé d'avant ? Je pense que ça ne s'est pas fait pareil du jour au lendemain. J'ai beaucoup échangé avec les personnes qui m'ont accompagnée depuis le début de ma grossesse. C'est des personnes qui ont aussi appris à me connaître, qui savent comment je suis. Je pense aussi à mon chéri qui m'a beaucoup aidée, mais qui m'aide depuis des années et qui m'aide encore aujourd'hui. À relativiser aussi sur les choses que j'ai vécu une grossesse, un accouchement et qu'on ne se remet pas comme ça du jour au lendemain, que j'ai travaillé pendant des mois pour revenir au plus haut niveau et que si c'était si facile que ça, tout le monde y arriverait. Donc beaucoup discuter avec les gens qui sont importants pour moi et que j'ai toujours écouté et qui m'ont toujours permis d'avancer. Et le fait de réussir justement à relativiser pas mal de choses par rapport à ton expérience personnelle, est-ce que tu penses que sur la suite de ta carrière, ça va t'aider justement à, non pas que tu étais empreinte à la pression évidemment, mais à jouer encore plus libérée sur un terrain de handball ? Oui, je pense, et déjà aujourd'hui, je le ressens parce que je me dis, quand je pars en déplacement 3 jours, je laisse ma fille à la maison et c'est quelque chose de, je trouve, difficile de laisser un petit bout de chou, plus difficile pour moi que pour elle. Et du coup, je me dis toujours, je suis motivée à 1000%, mais j'ai toujours été motivée à 1000% et je le suis encore plus en me disant... je laisse la petite à la maison, je veux juste kiffer, je veux juste prendre du plaisir et je veux ramener les victoires à la maison. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. C'est sûr que si tu dois faire le choix de la laisser à la maison comme ça et que tu reviens avec une défaite derrière, là, le sacrifice, il est double. Ah oui, vraiment. Ah non, c'est la tristesse de la défaite et en plus d'être partie et de l'avoir laissée, ah non, je veux pas vivre ça. Et donc, je veux juste kiffer, je veux kiffer partir aussi en déplacement avec les filles pour aussi... peut-être égoïstement parlant, me libérer un peu l'esprit parce que c'est vrai que quand on a un bébé à la maison, c'est freinant un peu. C'est freinant, c'est tous les jours, c'est H24, donc j'ai décidé que quand je partais en déplacement, je prenais ma valise, forcément j'ai une pensée pour mon chéri et ma petite fille et je me repose, je prends soin de moi, je joue le match comme je dois le jouer à 1000%, je rentre avec la victoire, ma valise et je profite de ma famille. T'es pressée qu'elle comprenne ce que maman fait comme métier, qu'elle regarde des matchs de handball. Je suis pressée, le temps passe tellement vite et on fait que de me répéter qu'il passe encore plus vite avec un bébé. Donc je ne sais pas si je suis pressée, j'essaye de profiter de chaque instant avec elle et mon chéri. Donc forcément, hâte qu'elle soit au bord des terrains, qu'elle crie « Maman, allez !» Mais chaque chose en son temps.
Ça va venir vite, ça va venir très très vite. En tout cas, tu l'as dit, quand tu pars, tu la laisses aussi entre de très bonnes mains. Les supporters des arènes qui sont attentifs ont déjà certainement aperçu ton mari dans un coin en train de s'occuper de la petite pendant que tu joues. Et ça, c'est aussi très important dans un équilibre familial. Alors, on a parlé pas mal théorie, justement, chemin vers le retour et compagnie. Plus concrètement, je repense à ce match à Strasbourg début janvier, ton match de retour. C'est quelles émotions de revenir comme ça? Tu t'étais fixé justement 2026, je reviens, etc. Ce premier match, qu'est-ce qu'il a représenté pour toi? Énormément d'émotions. J'ai été dans le vestiaire un peu submergée par plein de choses. Forcément, je recevais des messages de félicitations, de bons matchs, de reprends bien, aussi par les gens qui m'ont suivi. Et je tiens aussi à remercier les personnes qui m'ont accompagnée dans ce long chemin parce que ils ont beaucoup travaillé pour que je sois sur les terrains, pour que je revienne à mon niveau. Et j'ai eu beaucoup de chance et j'ai choisi des bonnes personnes pour m'accompagner. Et si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc forcément, j'avais beaucoup d'émotions pendant ce match. Et je me disais, c'est passé hyper vite et en même temps, j'y suis, et en même temps, je ne suis pas prête, et en même temps, mais si, ça va le faire. Oui, il y a aussi une part de doute quand même quelque part quand on... Ah oui, vraiment. Beaucoup, rien ne vaut la compétition, hein, donc on peut s'entraîner autant qu'on veut, quand on y va vraiment. Et mine de rien, les filles étaient au mondial pendant que j'ai repris le hand, donc je n'avais pas fait forcément beaucoup de 6 contre 6, donc... Le tout-terrain, c'est pas la même chose que de la zone à travailler le tir. Donc, beaucoup de doutes, mais forcément très contente parce que c'était un objectif qu'on s'était fixé avec le staff. Et j'étais alignée sur le terrain, donc très heureuse. Parce que tu parles des personnes qui t'ont accompagné. On en voit une partie dans le grand format qu'avait fait Metz Handball pour évoquer ton parcours quand tu étais enceinte et toutes les personnes qui avaient autour. On voit que ça demande beaucoup d'implication de pas mal de personnes. Donc c'est important aussi de saluer le travail qui a été fait de ce côté-là. Tu m'as tendu une autre belle perche parce que tu parlais du mondial, des filles qui étaient au mondial. Tu vas faire ton retour en équipe de France. Tu as été appelé par Sébastien Gardiou pour le prochain rassemblement qui passera en plus par Metz. Donc c'est plutôt pas mal. Et il a déclaré à ton sujet, Sébastien Gardiou, que l'idée était de rappeler Chloé pour qu'elle reprenne contact avec le groupe dans un premier temps. C'est aussi une façon de lui signifier qu'il y a un après-maternité pour elle. Là aussi, on a envie de dire, du côté de la Fédération française, c'est assez exemplaire de pouvoir montrer à une femme qui a vécu cette aventure de femme, finalement, d'avoir un enfant, que derrière, son emploi, entre guillemets, ou en tout cas son activité est préservée et qu'elle peut revenir. Oui, après, vous me connaissez. On ne va pas laisser ta place facilement de toute façon. Non, mais je vais être appelée en équipe de France parce que j'ai le niveau d'y être. Je n'ai pas envie d'être appelée parce que j'ai fait un bébé et qu'on me donne une chance. Je ne le perçois pas comme ça. Après, j'ai beaucoup de chance d'être dans une fédé, d'être aussi avec Seb, qui a pris des nouvelles de moi pendant toute ma grossesse, qui en prend encore aujourd'hui, qui me demande là pour le stage si je veux partir toute la semaine parce que c'est loin d'être une semaine loin, d'être... Wow, c'est loin d'être... Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être éloigné de son enfant pendant une semaine, c'est compliqué. Exactement. Après, voilà, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Par contre, j'ai décidé de faire un bébé pendant ma carrière et ça fait partie du travail. Je le savais que j'allais partir une semaine. À moi maintenant, à nous de nous organiser, peut-être pour qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, mais peut-être trouver des petites solutions pour que le manque ne soit, en tout cas, soit diminué. Pour moi, pour le moins possible en tout cas. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément évident aussitôt. Tu es revenu très vite aussi après ton accouchement, donc forcément c'est difficile d'autant plus de laisser un petit bébé comme ça si vite, si longtemps. Arthur, une question. Justement, par rapport à ce retour en équipe de France, il y a peut-être aussi une forme de soulagement de ne pas être jeté entre guillemets au feu directement dans une grande compétition, là, de reprendre vraiment petit à petit avec le groupe. Tu vas retrouver. Attention, ce sont des matchs de qualification. Attention. Oui. Certes, mais c'est quand même moins dangereux, si je puis dire, que de reprendre directement à l'Euro. Tu dois ressentir une forme de soulagement, peut-être, de reprendre à ce moment-là avec les Bleus.
Du soulagement, je ne sais pas. En tout cas, très heureuse de voir mon nom sur la liste. Je pense que ça fait toujours plaisir à n'importe qui de voir son nom sur la liste. Je suis très heureuse de partir du coup dimanche prochain en stage à la MDH pour 3 jours. Après la Croatie et après on revient à Metz. C'est 2 matchs, donc 2 sélections avec l'équipe de France. C'est toujours un plaisir et j'ai trop hâte de reporter le maillot des Bleus. Il n'y a pas la même appréhension du tout, j'imagine, par rapport à ton retour à la compétition avec Metz Handball. Là, tu es clairement lancé, je pense, même si c'est un travail au long cours pour retrouver la plénitude de tes sensations. Oui, je pense que c'est 2 choses complètement différentes, mais parce que aussi je suis à Metz, donc je passe mon temps avec l'équipe, le staff de Metz, donc c'était un objectif fort de reprendre en janvier. Je ne m'étais pas forcément mis d'objectif par rapport à l'équipe de France parce que pour moi, j'ai toujours aussi travaillé comme ça, les choses les unes après les autres. Je ne voulais pas brûler des étapes. J'ai eu Seb au téléphone qui m'a annoncé qu'il me prenait pour le stage de mars. Forcément, très heureuse de retrouver l'équipe. Ça fait 14 mois, je pense, que je n'ai pas été en équipe de France, donc très heureuse. Après, forcément, je n'appréhende pas parce que j'ai déjà repris du terrain, je connais le staff, je connais pratiquement toutes les filles qui sont en stage, donc j'ai juste hâte de ça. Pour terminer cette émission, on t'a posé plein de questions difficiles, etc. Je te propose quelque chose d'un tout petit peu plus léger, c'est un tu préfères. À chaque fois, je vais te donner 2 choses ou 3 et tu en choisis un dans la liste. Attention, il y a des moments un peu plus compliqués, tu as le droit à un joker. Ok. À un joker. Un. Ouais, un. Il faut bien choisir, attention. Ok, oui. Je risque de te coincer à un moment donné, par contre. Cette saison, maillot jaune, maillot bleu ou maillot rose ? Rose, j'ai pas eu la chance de le porter, mais du coup, maillot bleu. Maillot bleu. Maillot de Metz Handball ou maillot de l'équipe de France ? Ah, joker. Joker, déjà ? Oui. Oh là là, ma pauvre. En tant que capitaine, plutôt exemplaire sur le terrain ou coup de gueule dans le vestiaire ? Exemplaire sur le terrain. Morteau ou Besançon ? Morteau. Morteau ou Metz ? Morteau. Arène de Metz ou match délocalisé à Nancy ? C'est d'actu. Ah, non, Arène de Metz. Premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre ? Deuxième. Ok. La vie à 2 ou la vie à 3 ? J'inclus pas les animaux. Ok, la vie à 3. Gros ventre ou gros palmarès ? Oh, c'est vache. J'ai pas aimé être enceinte, donc je vais dire gros palmarès. Gros palmarès, on fait ça. Couche culotte sale ou ballon collant ? Couche culotte sale. Coupe de France ou championnat de France ? Championnat de France. Titre mondial ou titre olympique ? Titre olympique. Battre Brest en coupe ou battre Brest en retour du championnat ? Les 2. On le prend, allez, on le valide. Alice Beer ou Samuel Breton ? C'est les personnes qui t'ont accompagné pour ceux qui ont passé. Les 2. Les 2, j'ai le côté masculin, j'ai le côté féminin, où j'ai Alice qui s'est très très bien occupée de moi et qui a été aussi beaucoup à l'écoute. Et j'ai Samuel un peu plus punchy, où j'ai fait mes séances avec lui, mais qui a aussi été très à l'écoute, qui m'a appris aussi plein de choses sur mon corps, sur les séances. Donc non, je ne peux pas choisir, là, vraiment. Tu as utilisé beaucoup de jokers, il m'en reste un, et celui-là, tu vas vraiment être coincé. Emmanuel Mayonnaise ou Sébastien Gardiou ? Allez, je t'en fais cadeau. Là. Oui, merci. Je pouvais dire aucun des 2. Hein. Je t'ai dit qu'il y en avait des durs, tu as grillé le joker très tôt. Hein. Attention, c'était fort. Allez, il me reste une dernière question pour terminer cette émission. Tu avais déclaré que tu reviendrais pour gagner le Final Four avec Metz Handball, juste pour s'organiser. C'est cette saison ou la prochaine ? Les 2. Les 2 ? Ça fait beaucoup de les 2. Oui. Hein. Bon, allez, c'est ça qui va clore notre émission. Merci Arthur d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup Chloé d'avoir répondu à toutes nos questions simples comme difficiles. Et puis, on garde quelques jokers pour la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois ce vendredi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. À bientôt.